Bonjour à tous, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. J'ai été pris par cette période du Moyen-Âge qu'on appelle la Haute Époque, qui sont donc les 15e, 16e et 17e siècles, et j'ai réussi à rassembler un certain nombre de pièces de cette période. 15e siècle, donc c'est 1400, c'est l'épée de Jeanne d'Arc pour buter les Anglais hors de France. C'est la même. C'est une épée qui est à l'apogée de sa forme et de sa fonction. C'est une épée qui est capable de combattre de taille et d'estoc. De taille, c'est-à-dire pour trancher, et d'estoc, c'est-à-dire pour percer. Cette épée a une fusée qui est en deux fois, en deux parties, parce qu'elle permet d'avoir une prise de deux mains, et le pommeau qui est ici discoïde, typique de l'arme de l'épée du XVe, et qui représente en général un motif royal ou seigneurial de façon à identifier le propriétaire. Il va équilibrer l'ensemble de l'arme et faciliter son maniement. Sur la lame se trouve une inscription de chaque côté, qui est une croix pâtée et qui est donc un signe qui se retrouve sur toutes les autres épées du XVe qui ont été découvertes en Dordogne. Le combat avec l'épée du XVe se faisait à cheval mais aussi à pied, et c'était une nouveauté pour la chevalerie française. Dans les dernières années, dans les dernières batailles de la guerre de 100 ans, la chevalerie française a combattu à pied. Et lorsqu'elle combattait à pied, elle avait aussi une dague dans la main gauche pour éventuellement agresser l'adversaire. À la fin du XVe siècle, en Italie essentiellement, on va abandonner le gantelet de fer. Ce qui va permettre de libérer le geste du tireur d'épée, mais qui va bien sûr avoir un inconvénient majeur, c'est que le gant de fer de cuir fort qui remplace le gantelet de fer n'est que relativement pas efficace contre les coups sur la main. Donc il a fallu trouver une solution pour que cette main soit protégée d'une façon suffisante, et que cette solution va être donc donnée par l'Italie, qui va donc produire de ces épées qui sont à multiples branches de fer avec beaucoup de branches différentes. Ce sont des épées qui portent le nom de rapière, qui est une appellation italienne ici, et qui va donc devenir toute l'épée du XVIe et du XVIIe siècle. C'est l'épée de Bayard, au pont du Carigliano, dans les campagnes d'Italie, sous François Ier. C'est également les guerres de religion, le massacre de la Saint-Barthélemy. La première chose, c'est qu'on voit évidemment les deux quillons droits, qui sont la réminiscence de l'épée du XVe, bien sûr, l'épée du Moyen-Âge. Elles sont les deux quillons droits qui sont là pour parer le coup de lame de l'adversaire, bien sûr. Puis va naître dans ce type de garde un premier anneau de garde que voici. Le deuxième élément qui va arriver, enfin après les quillons, le deuxième élément qui va arriver, ça va être ce qu'on appelle le ricasso. R-I-C-A-2-S-O. C'est un terme italien qui désigne la partie de la lame qui est dépourvue de tranchant. C'est cette partie-là. L'élément suivant qui va apparaître, c'est ce qu'on appelle le padane. C'est-à-dire ces deux petits arceaux qui rejoignent ce qu'on appelle là le nœud de corde, le centre de l'arme, le centre de la croisière. Et ce padane va donc être
troisième avatar de cette garde. Puis va se créer, qui n'existe pas, toujours pas, ce qu'on appelle l'arc de jointure. L'arc de jointure qui est ici cet arc qui va depuis le nœud du corps jusqu'au pommeau, sur lequel il sera soudé plus tard. Là, il n'est pas soudé, il est seulement appliqué. Il sera soudé à la fin du XVIIe. Et bien entendu, très vite, des branches secondaires vont se créer, dont une qui va rejoindre l'arc de jointure et le premier anneau de garde, qui va donc finir la protection de face de la main. Et enfin, sur le dernier stade, c'est l'arrivée de la contre-garde. Cette contre-garde qui va donc être qu'on voit ici à 3 branches et qui va donc rejoindre le premier anneau de garde ainsi que l'arc de jointure. On voit très bien maintenant que la main est parfaitement protégée contre toutes les coups. Alors ces armes sont maintenant à poignée filigranée de fer, toutes à partir du début du XVIe siècle, avec donc un double chevron de fil de fer et une virole tressée en ruban. C'est classique et c'est tout à fait, ça va durer pendant un siècle et demi. Alors voici donc cette arme qui est parfaitement capable donc d'être maintenue protectrice et qui est donc essentiellement destinée à l'estoc, c'est-à-dire à l'attaque de la pointe. Alors il faut penser aussi que cette épée correspond à une période de l'escrime qui a subi des mutations importantes. Les armes à feu ont bien sûr supprimé les cuirasses et les armures, donc on a supprimé également la lourde épée médiévale dont on parlait tout à l'heure, et qui finalement on a une escrime savante, plus subtile, qui sera donc une profession. Il y aura donc des manèges qui vont être créés, en particulier pour le tireur d'épée et l'équitation. Et le premier de ces manèges a été créé en 1594 par Antoine de Pluvinel, qui est donc le précepteur, le maître de Louis XIII. Alors encore une chose, cette époque, c'est l'époque du duel. Le duel a été perpétré, a été pratiqué pendant tout le Moyen-Âge, mais jamais autant que pendant le XVIe et le XVIIe siècle. Les combats à la rapière du XVIe siècle et du début du XVIIe, le combattant a toujours sa rapière dans la main droite et un complément avec une dague qu'on appelle la dague main gauche, qui est donc un complément de l'épée. Celle-ci est une dague main gauche espagnole. Elle pourrait être bien sûr italienne. Et les fourbisseurs, c'est-à-dire les armuriers d'armes blanches, les fourbisseurs se sont ingéniés à l'époque de fabriquer des épées et des dagues dont le motif décoratif était apparié. Voici donc la deuxième solution qui a été apportée par une autre nation à la protection de la main dont on parlait tout à l'heure, c'est l'Espagne. L'Espagne va donc créer ce type de rapière qui est donc fait avec un hémisphère métallique qui va protéger parfaitement la main des coups de l'adversaire. Cet hémisphère métallique s'appelle la taza, qui en espagnol signifie tasse ou bol. Donc on appellera ça les rapières à la taza. Alors elles sont également destinées à l'estoc. Vous avez tout de suite vu que c'était une lame fine et pointue, qui était donc, c'est l'arme de D'Artagnan, celle-là, tout à fait. Hein, donc l'arme de D'Artagnan, c'est manifestement celle-ci qui a servi donc
également à des duels qu'on connaît bien du fait de la filmographie des Trois Mousquetaires. Alors, comment se structure cette arme? Cette arme est donc, je le répète, une arme qui présente une tasa, c'est-à-dire un demi-sphère métallique qui protège bien la main, les deux quillons droits qui sont incontournables et qu'on retrouve de toute façon dans toutes les croisières de toutes les épées jusqu'au XVIIIe passé, et enfin une fusée filigraniée de fer qui est relativement courte pour obliger le tireur d'épée à enfoncer sa main dans la tasse, dans la tasa, de façon. Alors, le tireur d'épée va donc tenir l'épée par la fusée, mais aussi avec ses deux doigts par le ricasso qui existe toujours, et qui va donc avoir une protection totale de la main par cette tasse avec la main bien engagée dedans. À l'intérieur de cette épée, il y a un padane qui existe toujours, qui fixe cet ensemble à la tasa, et au fond de la tasse se trouve une dentelle de fer qui est en fait un élément décoratif, de luxe si vous voulez, pour cacher les têtes de vis du padane. Alors cette arme-là est donc une arme conçue par les Espagnols, on vient de le dire, mais qui n'a certainement pas été construite en Espagne. Elle a été construite en France et elle a été construite avec des éléments qui sont venus d'ailleurs. Et pour confirmer ce que je viens de dire, sur la lame, il est marqué Solingen Fecit. Solingen, qui est un atelier de Rhénanie, de Westphalie du Nord-Westphalie, et qui a donc vendu des lames à toute l'Europe pendant un siècle. Donc cette lame est allemande, elle est rhénane, et cette lame est donc, vient des ateliers de Solingen qui ont donc à un certain moment squatté le logo de Passau. Tout le monde connaît le loup de courant de Passau. Je me permets de faire une parenthèse pour montrer ce loup courant de Passau sur cette lame qui est sur une wallonne, qui est donc une petite localité allemande également, à la frontière entre la Bavière et l'Autriche. Alors, ceci va perdurer jusqu'en 1731, parce qu'en 1731, Louis XV va créer la manufacture nationale royale d'Alsace, qu'on appelle le Klingenthal, c'est-à-dire la vallée des lames. Donc enfin, nous sommes capables en France, à partir de 1730-31, de fabriquer des lames et sans les acheter à l'étranger, ce que nous avons fait pendant 2 siècles. Nous sommes maintenant à la fin du XVIIe siècle, 1679, et l'Europe entière va être dotée d'une nouvelle arme de combat qui sera en général destinée à la cavalerie et aux dragons, qui est l'épée wallonne, la forte épée wallonne. Alors elle est caractérisée par une lame qui est particulièrement puissante, avec une gouttière de chaque côté qui permet de peut-être l'alléger, et c'est une arme capable donc de frapper de taille et d'estoc. Sa particularité, c'est d'avoir une protection de la main en double ponta métallique. Le ponta, c'est-à-dire ces tôles d'acier qui sont toujours asymétriques, côté droit toujours plus grand que le petit côté gauche, et qui sont perforés d'un certain nombre d'éléments, de petites perforations, de petits trous, qui sont d'ailleurs des éléments de décoration ni plus ni moins.
Alors on y voit bien sûr la lame avec sa puissance et sa forme parfaitement homogène et de droite ligne de celle de l'épée du XVe siècle, avec donc ce logo du loup de Passau qui signe donc la façon des ateliers de Solingen, maintenant, puisque c'était repris depuis Passau. Alors, cette arme donc présente un pontat, dont disais-je tout à l'heure, avec un quillon plat recourbé. Alors, les historiens disent qu'il s'agit d'un embryon de padane, tel qu'on l'a pu le voir dans les autres épées avant, mais que ce quillon n'était donc qu'une réminiscence du padane ancien. Présence également d'un poussier qui permet donc de bien stabiliser l'arme, de pouvoir bien la prendre en main, un arc de jointure simple, et ce sont des armes qui vont faire toutes les guerres de Louis XIV. La guerre d'évolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Guillique d'Augsbourg et surtout la guerre de succession d'Espagne. Et il y a un très très beau tableau qui relate la bataille de Denain avec Villars, où on voit très bien les poignets et les gardes de ces Wallonnes, de ces 179. Et cette arme-là, qui est donc une arme qui a été fort probablement prise à la prise de Maastricht en 1673, et qui a donc été prise massivement par milliers et qui a servi à doter la cavalerie de Louis XIV. Parce que Louvois avait décidé que la cavalerie devait avoir tous les régiments de cavalerie et les mêmes armes. Alors ça, c'est une arme qui est donc relativement puissante, et pour moi elle est magnifique, j'en ai été amoureux très longtemps, j'en suis toujours d'ailleurs, je trouve que c'est un bel objet, sain, sobre, classe. Et à partir de 1731, comme vous le savez, on va donc avoir une façon autre de fabriquer ces armes. Et au début de la manufacture de Klingenthal, nous allons voir une type de forte épée de Wallonne qui va remplacer la première, et la voici. Il y a une similitude manifeste, sauf que cette deuxième épée présente une diminution de toutes les côtes. C'est une arme qui va servir également à la cavalerie et aux dragons, avec un double pontat de tôle de fer repercée, et qui va donc servir jusqu'à ce que les Français fabriquent leur épée et leur épée avec la garde en laiton et le poignet en laiton. Donc c'est la dernière arme qui a été faite par les Rhénans, si vous voulez, et qui a équipé la cavalerie française. Alors toutes ces armes sont évidemment avec une poignée qui est filigranée de fer, un double tauron avec deux virôles de fil de fer tressés en ruban, et la mode à l'époque, donc au début du 18e, c'est d'avoir des gardes boulés. C'est-à-dire ce sont des renflements qui existent sur les différentes branches de garde qui n'ont qu'un intérêt décoratif, rien de plus. C'est une belle arme également, bien en main et très efficace.